Angélique, ma chère, c'est pas joie que me senti m'bouquet. Le voyer te wa trouver m'babo, c'est vous-même qu'à la gloire. Sous Alter Radio, l'IFE, c'était Simbidlo. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Auditeurs, auditrices Alter Radio. Pendant période vacances mois août là, n'a reprendre quelques nan bel magazine qui t'est passé sous antenne. Nous souhaitons bien profiter. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour ce livre Le pouvoir de dire non, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour. Vous commencez par dire qu'il est temps de se réveiller et de retrouver la fierté de la France. C'est quelque chose dont vous pensez qu'on a un peu perdu la trace ? Oui, malheureusement, la voix de la France et l'action de la France se sont un peu effacées au fil des années, avec de très multiples raisons, et en particulier le fait que le monde est aujourd'hui beaucoup plus difficile, beaucoup plus tumultueux, beaucoup plus compliqué qu'il ne l'a été, et qu'il est difficile de se faire entendre. La position institutionnelle qui est la nôtre, comme membre permanent du Conseil de sécurité, disposant d'une force de dissuasion, mais ayant regagné les pénates de l'OTAN en 2008, font que cette singularité, ce qui était perçu comme une tradition et une vocation de la France, eh bien, sont sans doute aujourd'hui un peu moins naturelles qu'elles ne l'étaient. Il y a donc un effacement, alors ? Il y a la menace d'un effacement, ce qui ne veut pas dire que la France ne peut pas être attendue. Elle l'est d'autant moins, le risque est d'autant moins grand que la France est attendue. On s'attend à ce que la France puisse prendre position, s'exprimer fortement. Surtout, on s'attend à ce que la France puisse défendre des principes auxquels nous sommes historiquement très attachés, qui font partie, en quelque sorte, de l'ADN de la diplomatie française, à travers des choix qui ont structuré cette diplomatie pendant de très longues années. Et c'est tout le mérite du général de Gaulle, au début de la Ve République, une politique d'indépendance, une politique d'équilibre, une politique d'initiative, une voix très forte et souvent à contre-courant du mouvement du monde. On se rappelle les grands discours du général, comme le discours de Phnom Penh, la dénonciation du magistère, du privilège du dollar, autant de positions qui font la singularité française. Et puis on se rappelle François Mitterrand, les positions sur l'euromissiles, sur les euromissiles, les positions de Jacques Chirac aussi sur le Moyen-Orient, le choix de ne pas accompagner les États-Unis en Irak. Tous ces rendez-vous constituent en quelque sorte un corpus d'images, d'engagement, de valeurs, qui détermine en quelque sorte la vision qui était celle de la France dans le monde. Le paysage s'étant beaucoup compliqué, eh bien, la voix de la France est menacée aujourd'hui et les actions de la France sont menacées aujourd'hui d'être un peu brouillées. Vous allez même jusqu'à écrire que depuis Chirac, la France est un peu à l'arrêt depuis la fin de sa présidence. Donc, 3 quinquennats pour rien ? Alors, ce serait sans doute un peu cruel, parce qu'il y a eu un certain nombre d'étapes qui ont été réussies. Mais il y a plusieurs facteurs qui ont rendu aujourd'hui cette vocation française plus difficile à saisir. J'en prends un qui me paraît particulièrement marquant, c'est le choix du militarisme. La France
traditionnellement, essaye d'apporter des réponses aux crises, dans la fidélité aux principes qui sont les nôtres. Le choix de la France de s'engager en Libye a marqué une rupture importante, suivant la décision qu'avait prise Nicolas Sarkozy de réengager la France dans l'organisation intégrée de l'OTAN. De la même façon, le choix d'intervenir au Mali et d'élargir cette présence dans le cadre du Sahel a confirmé cela. La politique syrienne, tout cela n'est pas conforme à ce que le monde attend de nous. Alors, évidemment, la France reste une puissance indépendante, elle a une liberté de choix, mais nous sommes souvent apparus en décalage par rapport aux principes et aux valeurs que nous défendions. Et c'est comme cela que le deux poids deux mesures entre la politique suivie en Ukraine, où nous avons, à juste titre, pris fortement position contre l'agression russe en Ukraine, a contrasté avec la prudence, pour ne pas dire la peur qui s'est exprimée vis-à-vis de ce qui s'est passé à Gaza et la timidité dans la réponse que nous apportions. Donc ce deux poids deux mesures auquel une grande partie du monde, et en particulier bien sûr les pays du Sud, sont très sensibles, a éclaté aux yeux de tous, alors même que nous étions porteurs de solutions, de réponses et de principes. Vous écrivez que Jacques Chirac a été le dernier président de tous les Français. Oui, parce que d'abord il avait une expérience qui tranche avec celle de ses successeurs. Il a été élu comme François Mitterrand au terme de sa 3e élection. Il avait connu la guerre. Et ça se ressentait dans les choix qu'il faisait à la tête de l'État, que ce soit dans la gestion des crises des Balkans, en Bosnie, que ce soit bien sûr en Irak. Cette connaissance, cette expérience de la réalité de la guerre pesait, comptait dans ses analyses. Et puis volonté d'être président de tous les Français parce que se situant à la fois dans les exigences de réparer ce qui devait être réparé en France, mais se situant aussi dans le temps long, on l'a vu en matière écologique. Les discours très forts qui ont été les siens, les engagements très forts qui ont été les siens, montraient cette sensibilité, cette capacité à vouloir s'adapter à son temps. Et le fil s'est un peu perdu au fil des présidents. On assiste beaucoup à un retour de politique de force, Poutine en Ukraine, Netanyahou à Gaza, y compris Donald Trump qui avait dit qu'il ne se lancerait pas dans des guerres en Iran, parce que c'est quand même une guerre quand on bombarde un pays. Et donc, vous qui faites l'éloge de la diplomatie, on va vers, vous venez de l'évoquer, vers les solutions militaires qui paraissent plus rapides, plus commodes, oui, au détriment de la diplomatie sur le long terme. C'est toujours la même fascination, c'est toujours le sentiment qu'il y a des solutions faciles. Le raccourci de la guerre, on emploie la force et tout est réglé. Constatons au lendemain des frappes en Iran, nous sommes rendus à la situation initiale, certes peut-être avec quelques retards, quelques années de retard ou quelques mois plutôt de retard pour ce qui concerne le programme nucléaire iranien, mais que d'inconnus. Premier inconnu, où sont passés les 400 kilos d'uranium enrichi qui sans doute se baladent quelque part en Iran. Deuxième inconnu, quels sont les dommages qui ont véritablement été réalisés sur les différentes centrales et en particulier sur celle de Fordo. Troisièmement, est-ce qu'on peut imaginer par la force éreinter le programme nucléaire iranien? Une fois qu'on a acquis le savoir-faire nucléaire, est-ce que l'on peut littéralement l'extirper des têtes et imaginer que ce programme ne pourrait pas reprendre à tout moment. Donc, je crois qu'on prête à cette initiative, on prête à cette intervention des pouvoirs magiques qu'elle ne peut pas avoir. Et il est assez fascinant de voir comment le président Trump, qui veut être le plus fidèle possible aux engagements qu'il a pris, c'est-à-dire de ne pas ouvrir de nouvelles guerres et même demander à être jugé sur les guerres qu'il ne ferait pas. C'est intéressant parce que on sent qu'il a saisi, en bon opportuniste, il a saisi le ballon à la volée. Il a saisi sa chance. Et de ce point de vue-là, Benjamin Netanyahou a été très habile dans ce passage de ballon. Mais il n'est pas question pour lui de se laisser entraîner plus loin. Il mesure les risques d'escalade liés à toute guerre. À partir du moment où on met la main dans ce processus de guerre, eh bien, personne ne sait à quel moment les choses vont s'interrompre. Donc il est très enclin à considérer qu'il a
régler le problème, quitte peut-être à le nier. Dans quelle mesure, aujourd'hui, ce programme nucléaire reste un problème pour toute la région ? Je crois aussi qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que le message qui a été adressé par ces frappes israéliennes et américaines pousse davantage à la prolifération qu'à la non-prolifération. Si vous êtes un État de cette région, ou n'importe quel État du monde, quelle est la leçon que vous tirez des mésaventures libyennes, des mésaventures irakiennes, des mésaventures aujourd'hui qui sont celles de l'Iran ? Eh bien, la seule garantie, on le voit avec la Corée du Nord, personne ne vient chatouiller la Corée du Nord, eh bien, la seule garantie, c'est d'essayer de se doter de l'arme nucléaire. Donc on peut penser que dans le secret des chancelleries, il y a aujourd'hui un certain nombre d'États qui se posent la question de savoir comment, avec quelle collaboration, avec la Russie, avec le Pakistan, engager un programme qui les mettra ainsi à l'abri, sachant que tout pays veut à la fois la sécurité, la souveraineté et bien sûr l'indépendance. La grande leçon, c'est que depuis le début du XXIe siècle, il n'y a aucune intervention militaire qui a réussi. Et pourtant, on continue à voir dans l'outil militaire le moyen de résoudre les problèmes. Mais c'est en ça que on aimerait pouvoir un instant arrêter le temps. Car tout ce qui constitue les processus vicieux que nous voyons à l'œuvre depuis le début du XXe siècle, et on a cité le militarisme, on pourrait citer aussi l'occidentalisme, l'idée qu'en se repliant sur nous-mêmes, entre nous, eh bien, nous aurions ainsi les solutions qui permettraient de répondre aux problèmes de l'ensemble de nos États, ce qui est complètement faux. La solution, elle est à chercher avec tous les pays du monde. Combien de grands problèmes transnationaux, on a cité les questions d'environnement, mais la question de la pauvreté, la question de la justice, la question de la paix, concernent tous les États. Et en cela, l'occidentalisme nous fait courir le risque d'un monde contre un autre. Et c'est en cela que nous devons, nous Français, être très vigilants à ne pas nous laisser entraîner dans des spirales, dans des logiques qui nous enferment, là où la vocation de la France, c'est d'être en rapport avec l'ensemble des régions du monde. Nous sommes à la fois un pays du Nord, mais nous sommes aussi un pays du Sud. Nous sommes comptables de ce qui se passe en Méditerranée. Regardez une des politiques nationales qui est parmi celles qui sont le plus à l'arrêt. La relation avec l'Afrique. Quand on voit ce qu'est l'enjeu africain pour le XXIe siècle, en 2050, 2 milliards 500 millions de personnes, plus de 4 milliards en 2100, il y a un enjeu humain, il y a un enjeu démographique, il y a un enjeu économique, et on ne le voit qu'à travers le reflet négatif de la politique d'immigration, du terrorisme, certes, mais si nous voulons réduire ces risques, eh bien, nous avons intérêt à accompagner le développement de ces États en liaison avec d'autres. Il n'y a pas de chasse gardée. Le temps où chacun pouvait espérer avoir une petite partie, une parcelle de l'Afrique est absurde. Mais conjuguer nos efforts avec celle des Chinois et les nouvelles routes de la soie, avec celle des Japonais, celle des Turcs, avec l'ensemble des États. Je cite l'Afrique, mais je pourrais parler de l'Amérique latine. Eh bien, il y a là un effort d'ouverture, d'imagination, alors que nous nous enfermons dans le militarisme, nous voulons croire au miracle du militarisme. On l'a vu de façon stupéfiante dans la réaction des pays européens lors du sommet de l'OTAN, qui était véritablement un exercice de soumission collective, bien plus que de sécurité Pedro collective. Sanchez a peut-être joué un rôle dévolu à la France autrefois ? Eh oui, à bien des égards. Et puis, je le dis, les mécanismes qui sont enclenchés à partir de là, parce que nous sommes dans un monde où il faut faire attention au processus. Et ce ne sont pas simplement des décisions que nous prenons, ce sont des décisions qui génèrent, par des mécanismes très complexes, qui génèrent toute une série d'effets en conséquence. Et puis, troisième mécanisme vicieux, qui est celui du moralisme. On fait la leçon au monde entier, mais encore faut-il être exemplaire, encore faut-il être à la hauteur de ce que nous croyons être nous-mêmes. Nous sommes porteurs d'humanité et de justice. Et nous voyons tous les jours les massacres continuer aujourd'hui à Gaza, alors même qu'il n'y a pas d'objectif politique fixé par Israël, alors même que nous n'avons pas utilisé tous les moyens qui sont ceux de la diplomatie. En tant qu'Européens, la question de l'accord d'association est toujours sur la table et personne n'a eu à cœur de l'utiliser. Il en va de même pour d'autres moyens, mais il en va surtout des grands leviers humanitaires. Je comprends que le Conseil de sécurité est effectivement bloqué et qu'il est difficile aujourd'hui de prévoir une réponse humanitaire qui est pourtant prévue dans la Charte des Nations Unies. Mais l'Assemblée générale,
elle peut contourner le Conseil de sécurité, elle peut parfaitement décider d'accompagner l'aide humanitaire que nous voudrions donner. Alors, le ministre des Affaires étrangères français a bougé ce week-end. Il a bien marqué la disponibilité de la France. Mais je pense qu'il faut aller plus loin, rassembler les États qui, aujourd'hui, sont prêts à faire en sorte que cette aide humanitaire soit susceptible d'arriver vers les populations, quand on sait le risque, aujourd'hui, physique que prennent les populations palestiniennes pour aller trouver un peu d'eau, aller trouver un peu de nourriture, le risque de se voir tirer dessus, eh bien, il y a quelque chose qui bouleverse toutes les consciences. Et je ne dis pas ça dans le souci de régler quelque compte que ce soit, mais parce que le principe d'humanité doit être au rendez-vous, et que de ce point de vue, les Européens ne s'en rendent pas compte, mais y compris dans leurs équilibres intérieurs, ils sont aujourd'hui en situation de se discréditer eux-mêmes. Nous avons besoin de cette protection qui est une diplomatie de valeur, une diplomatie d'exigence, parce que c'est ce qui unit nos populations. Je l'ai toujours pensé, la diplomatie, c'est notre meilleur bouclier vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde et qui pourrait nous frapper. Nous sommes dans un temps où le terrorisme peut ressurgir extraordinairement violemment. La meilleure parade face au terrorisme, c'est l'unité des Françaises et des Français. C'est ça, c'est cette unité nationale qui fait que notre vigilance sera moins susceptible d'être prise en défaut. Vous parlez d'occidentalisme dans votre livre également. Est-ce que la recherche d'une cohésion à la fois occidentale et européenne ne nous empêche pas d'être plus un pont avec le Sud global? Bien sûr, c'est le grand enjeu, et je fais partie de ceux qui militent pour que nous retrouvions cette capacité à parler avec l'ensemble des pays du Sud et à trouver des points d'appui, des états pivots qui nous permettront de compter davantage. Aujourd'hui, il y a pour l'Union européenne, qui est sans doute l'une des plus belles expériences géopolitiques de l'histoire de l'humanité. Ce rassemblement d'États qui se sont combattus pendant des siècles, qui tout à coup se retrouvent. Mais encore faut-il que nous soyons au service de quelque chose d'autre que de nous-mêmes. Or, ce laboratoire qu'est l'Union européenne ne pense pas le monde. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la situation d'être une variable d'ajustement dans un combat entre la Chine et les États-Unis. Que ne sommes-nous pas capables de construire sur les bases de ce qui est actuellement la société internationale, un nouveau multilatéralisme, en liaison avec la Chine, avec l'Inde, avec les pays des BRICS. Les pays des BRICS devraient être des partenaires naturels pour l'Union européenne. Et nous devons être capables de le faire avec tous les continents. Offrir un espoir, mettre en place des mécanismes. On a construit une politique qui est la politique Gateway, qui est une proposition de développement avec les pays du Sud. Mais essayons de la coordonner avec les autres grandes politiques sur d'autres continents, de façon à la rendre effective. Nous sommes trop enfermés sur nous-mêmes, trop repliés sur nous-mêmes, alors même que nous oublions les difficultés des autres et notre capacité, dans un intérêt mutuel, à avancer dans la recherche de solutions. Vous écrivez que le Sud global renonce et refuse la suggestion et qu'on devrait, nous, Européens et Français, en faire autant avec l'alignement. Il y a quand même, on l'a vu au sommet de l'OTAN, un alignement, tout le monde étant terrorisé par le fait que Trump puisse prendre ses distances, et on accepte, sans trop y avoir réfléchi, une hausse des dépenses militaires sur un chiffre complètement abstrait, 5%. On se demande où est la réalité. Oui, c'est la diplomatie magique. On veut croire que parce que nous satisferons à toutes les demandes de Donald Trump, nous finirons par le rassasier, qu'il finira par se calmer, par être amadoué, par se civiliser. Nous oublions une donnée fondamentale du Trumpisme. Le Trumpisme est à la fois un illimitisme, il n'y a pas de limite à la vanité, à l'idée que Donald Trump se fait de lui-même et se fait de l'Amérique. Mais le Trumpisme, c'est aussi un opportunisme. Et c'est très intéressant de voir comment la diplomatie américaine aujourd'hui s'adapte aux difficultés qu'elle rencontre. Regardez comment la Chine a géré la question des barrières douanières en concluant un accord qui n'est peut-être pas un accord définitif, mais enfin bon, qui a réussi en tout cas à arrêter l'hémorragie que souhaitait Donald Trump. Et en mettant sur la table la question des terres rares. Ce qui est intéressant, c'est que on néglige le fait que les Chinois
se sont réveillés un peu avant les Américains sur le changement du monde. C'est quoi le grand changement du monde? C'est que tout à coup, on vit dans un monde où la rareté, l'épuisement des ressources, eh bien, fait que il y a une compétition qui se fait entre pays prédateurs pour essayer d'obtenir le plus possible de ce qui reste, et en mettant d'ailleurs en cause et en question la nature même de la vie sur notre planète. Dans cette fuite en avant, dans ce combat, il est extrêmement important que nous prenions en compte la capacité qu'on a à peser en posant nos propres atouts. On a développé toute une série d'instruments dans les dernières années, un outil, un instrument anti-coercition qui permet de poser nos intérêts et de bloquer les demandes américaines. On a une connaissance très précise de ce que veulent les Américains. Les Américains s'intéressent bien sûr ou bien essayer de pouvoir commercer de la façon la plus avantage avec les Européens qui constituent une grande puissance commerciale. Mais leur intérêt est d'abord centré sur les nouvelles technologies et en particulier sur le numérique. Pourquoi? Parce que en mettant la main sur le numérique européen, sans lequel les grandes plateformes ne pourraient pas vivre. Donc nous sommes un enjeu stratégique pour l'économie américaine. Eh bien, en mettant la main sur nous, ils mettent la main non seulement sur nous en tant que consommateurs, mais en tant qu'acteurs et même comme citoyens, c'est-à-dire qu'ils prennent possession de nos esprits à travers des algorithmes qui sont des algorithmes addictifs, qui créent des bulles cognitives, qui leur permettent littéralement de mettre en cause notre propre indépendance. Donc la grande bataille qu'il faut mener sur la question des barrières douanières, comme sur le reste, c'est la bataille de notre indépendance, de notre souveraineté militaire, mais aussi de notre souveraineté économique. Quand on voit que la politique de la concurrence menée par l'Europe pendant des décennies a visé à n'être pas trop fort, pour ne pas trop peser sur l'économie mondiale, on voit bien aujourd'hui que nous avons besoin de champions européens. De la même façon, nous avons à mener la bataille technologique. Nous n'avons pas de cloud européen digne de ce nom, nous n'avons pas de plateforme européenne digne de ce nom. Donc nous ne sommes pas en mesure, même quand nous sommes les premiers sur certains secteurs. Dans le domaine du chiffrement, nous avons des atouts considérables qui nous permettraient de littéralement crypter les données qui sont les nôtres et faire en sorte que nous puissions protéger la vie privée de nos acteurs économiques, les intérêts privés de nos acteurs économiques, la vie privée de nos citoyens. Donc nous avons des atouts dans les mains, mais nous sommes peureux. Et surtout, il faut le dire, parce que c'est sans doute le secret le mieux caché aujourd'hui de ce qui se passe au niveau européen. En vérité, nous sommes très divisés. Nous ne sommes pas d'accord. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Et ce que nous avons constaté lors du sommet de l'OTAN, et ce qu'on constate à chaque Conseil européen, c'est qu'il y a des arrière-pensées. Chacun aimerait régler son petit problème avec les États-Unis en bilatéral. C'est exactement ce qu'ambitionnent les États-Unis. Et les États-Unis n'ont aucun mal à jouer avec nous aux Horace et aux Curiace. Ils nous éliminent les uns après les autres. Et la France, dans la mesure où elle chercherait alors à se poser en forte tête, eh bien, deviendrait le bouc émissaire. Aucun État ne veut voir sa tête dépassée parce qu'il sait que alors Donald Trump le prendra en bouc émissaire pour faire un exemple. Eh bien, je pense que la France a vocation, dans ce contexte-là, à rassembler les plus courageux, à rassembler les plus déterminés et à constituer une avant-garde qui peut être une avant-garde différente selon les grands enjeux, les grands sujets, qui constituera le nouveau moteur européen. Parce que, force est de constater que l'Europe n'avance pas suffisamment vite. Et Madame Ursula von der Leyen, qui a le goût d'avoir la commission la plus puissante possible, avait même souhaité une commission géopolitique, eh bien on voit bien que nous n'avançons pas dans les secteurs majeurs pour notre avenir. Les investissements, les grands investissements d'avenir. Monsieur Draghi a souligné la nécessité de 800 milliards d'euros par an pour être à la hauteur de la compétition mondiale. On ne voit rien venir. Le rapport L'État, il reste aussi dans les cartons. Donc, cette Europe, l'union bancaire, cette Europe, l'union des capitaux, cette Europe, elle se repose sur ses lauriers et surtout, elle essaye le plus confortablement de ne pas lever une oreille de façon à pas se prendre un coup derrière la tête de la part de Donald Trump. Et donc, elle n'est pas à la hauteur autrement qu'à l'affichage. Parce que les 5%, vous l'avez dit, c'est à l'affichage. Encore faut-il que ces 5% ne soient pas gaspillés pour le bon plaisir du roi Donald Trump. D'armes américaines. Absolument. Vous parlez de 3 peurs, islam, terrorisme, immigration. Oui, 3 peurs qui sont là et qui nous conduisent à
souvent nous tromper d'enjeux primordiaux. Et ce sont des peurs qui nous inhibent, qui nous conduisent à engager ce que j'appelle la bataille identitaire, la querelle identitaire, notamment face à l'islam, c'est-à-dire cette obsession-là que nous pourrions traiter à travers les principes qui sont les nôtres. Eh bien, nous avons tendance à nous diviser les uns les autres, à qui sera le plus dans la surenchère, alors que nous avons besoin, comme les Européens, plus que jamais, de donner des signaux d'unité. L'unité, c'est sans doute ce qui constitue aujourd'hui le premier facteur de puissance pour n'importe quel État. L'Amérique, Trump l'a compris. Alors, il fait l'unité sur le dos du reste du monde. Donc, c'est une unité qui se fait et qui a un prix, et nous en payons le prix. Mais nous, Français, devons savoir que dans un monde où nous sommes menacés par le terrorisme, par la prolifération, par l'islamisme, nous avons comme premier devoir cette unité. Et cette unité, elle ne peut pas se faire autrement qu'autour de principes et d'actions. Je suis sidéré de voir le nombre de grands sujets en France, depuis la gestion de la dépense publique, la question de l'immigration, la question de la désindustrialisation, que l'on veut régler à travers la pensée magique. Chacun y va de sa petite idée, en général en dénonçant X ou Y, en oubliant que ce qu'a fait le génie de la France pendant des siècles, c'est sa capacité à mettre en œuvre des politiques publiques. L'immigration, c'est pas en mettant tout le monde à la mer qu'on va régler le problème. On le sait bien, surtout que on ne fait pas suffisamment pour régler les conflits dans le pourtour méditerranéen. Demain, nous aurons peut-être des Iraniens qui viendront par grandes vagues. C'est en mettant en œuvre des politiques publiques, ce qui suppose toute une série d'exigences, par exemple pour ce qui est le retour des OQTF, eh bien, de s'entendre avec les pays d'origine, ce que Madame Meloni a fait parfaitement et ce qui lui permet aujourd'hui de renvoyer plus d'OQTF que nous. C'est pas en déclarant la guerre à l'Algérie qu'on va obtenir le retour de ces OQTF. De la même façon, une politique d'intégration qui fait que nous sommes capables de distinguer entre des immigrés qui sont chez nous, bien insérés, qui travaillent, dont les enfants vont à l'école et qui ne posent aucun problème, de ceux qui posent un problème d'ordre public. Donc, la labellisation contre les immigrés, contre les étrangers, qui conduit à agiter des épouvantails qui nous divisent, qui affaiblissent notre pays, nous conduisent à l'essentialisation. Nous avons vécu dans notre chair les dérives que peuvent constituer l'essentialisation et la stigmatisation. Et tout ce qui peut conduire à faire en sorte que quelqu'un de la communauté juive en France soit en situation d'avoir à rendre des comptes pour la politique que mène M. Benjamin Netanyahou est à dénoncer. Et de la même façon, toute assimilation, toute essentialisation de quelqu'un de musulman en France, assimilé au Hamas ou assimilé au terrorisme et à ce titre voué aux gémonies, doit être dénoncée de façon scandaleuse. Mais ce que je veux dire avec insistance, c'est que tout ça, c'est le résultat de processus, de jeux de mentalité. Trop de partis politiques, trop d'acteurs de la vie politique joue sur cet inconscient de la peur, en croyant que, en mettant le doigt, ou en dirigeant le doigt vers tel ou tel, eh bien, on va gagner des parts de marché. Non. Ce qui perd au bout du compte, eh bien, c'est la République, c'est la nation qui se divise, c'est les valeurs qui sont les nôtres, et ça, c'est la meilleure garantie pour, finalement, disparaître de la scène internationale, d'avoir une France qui perdra littéralement son identité. Vous parlez de Malraux qui, lorsqu'il parlait de grandeur, parlait d'élévation et pas de domination. Bien sûr. C'est-à-dire que on le voit bien dans combien de politiques. Aujourd'hui, la culture est un enjeu qui est remisé aux oubliettes. On discute même la possibilité qu'il y ait une culture française. D'autres mettent en cause la langue française. Donc, à chaque fois, on voit bien, il y a une méconnaissance de ce qui fait la force de la France, qui fait son rôle historique. Et c'est cela qu'il faut défendre. Merci Dominique de Villepin. Je renvoie à la lecture de votre livre. Vous développez tous ces thèmes. Le pouvoir de dire non, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Alter Radio, une autre idée de la radio.